Mais je vais retirer le masque parce que c'est infernal. Mes chers collègues, je vous prie d'excuser l'absence du président Richard Ferrand qui m'a demandé de le remplacer. Lors de sa réunion du 21 octobre 2020, notre comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques a inscrit à son programme de travail une évaluation des politiques publiques en faveur de la citoyenneté à la demande du groupe Les Républicains LR. Ce même jour, le comité a désigné comme rapporteur Mme Marianne Dubois pour le groupe Les Républicains et M. Jean-Noël Barrot pour le groupe Mouvement démocrate MoDem, Non. lequel, à la demande de son groupe, a été remplacé par M. David Corsero. Voilà. Sur le fondement de l'article L. 132.5 du Code des juridictions financières, le président de l'Assemblée nationale a demandé l'assistance de la Cour des comptes pour procéder à une enquête évaluative portant sur la formation civique des mineurs soumis à l'obligation scolaire et sur l'engagement citoyen des jeunes majeurs. Cette enquête nous a été présentée le 16 novembre par le président de la troisième chambre, M. Louis Gauthier. J'ajoute que le 27 septembre 2021, le Premier ministre a saisi le Conseil économique, social et environnemental d'une étude du renouvellement des formes de l'engagement de la jeunesse dans notre société et je suis heureux de saluer la présence dans nos locaux d'une délégation du CESE conduite par Mme Claire Toury. Bonjour Madame, présidente de la commission Participation démocratique en charge de cet avis. Madame, Monsieur le rapporteur, en vous appuyant sur la Cour des comptes, le travail de la Cour des comptes, vous avez mené vos propres investigations et je vous donne la parole. Je ne sais pas qui prend la parole en premier. Marianne, non? C'est moi. Eh bien, alors David. Merci, Monsieur le Président. Si vous me permettez, Monsieur le Président, avant de débuter la présentation du rapport, j'aimerais remercier les administrateurs de l'Assemblée nationale qui nous ont accompagnés dans notre démarche, qui nous ont facilité dans l'audition que nous avons pu mener et qui nous ont apporté tout leur soutien à la rédaction de ce rapport. En quelques titres, j'aimerais dire merci à Christophe, Anne, Alain, ainsi qu'à l'équipe de Madame Dubois et ses collaborateurs. Et je remercie mes collaborateurs, Colline, Manon et Léonie. Je rajouterai, Monsieur le Président, si vous me le permettez, une mention particulière pour ma collaboratrice particulière, Colline, qui est partie, qui nous a quittés. Et je rajouterai une petite mention, une autre particulière pour Marianne Dubois. Je peux confirmer qu'il n'y a pas qu'une seule Marianne, mais qu'il y a bien qu'une seule Marianne Dubois à l'Assemblée nationale, qui m'a très bien accueilli, accompagné pendant toute la durée des auditions, alors qu'on avait des conditions sanitaires qui étaient parfois très difficiles, qui m'a partagé son savoir et son expérience. Cela m'a donné lieu à des discussions et des compromis mutuels dans l'écriture de ce rapport. Ce qui est incroyable, c'est que nous ne faisons pas partie de la même famille politique, ni des mêmes conditions, mais nous partageons les mêmes objectifs, celui de redonner un sursaut à l'engagement citoyen et au débat démocratique. Ce fut un vrai plaisir, Marianne, d'être à tes côtés. Le comité d'évaluation et de contrôle a inscrit cette évaluation à l'éducation et à la citoyenneté à son programme du travail du 21 octobre 2020. Il est donc fait preuve d'anticipation puisque sur des sujets voisins, se sont pensés spécifiquement une mission d'information créée par la conférence des présidents sur le ressort de l'abstention et les mesures permettant de renforcer la participation électorale qui a remis son rapport le 8 décembre dernier, le Conseil économique et social et environnemental saisi par le Premier ministre le 27 septembre dernier et qui rendra un avis demain et je serai présent lors de cet avis. Le Sénat, enfin, qui a créé une mission en novembre dernier sur les thèmes comment redynamiser la culture citoyenne. La citoyenneté est donc au cœur des préoccupations actuelles. À la suite de l'audition de la Cour des comptes que nous avons évoquée, Monsieur le Président, nous avons organisé 9 tables rondes et 4 auditions et nous remercions les personnes qui ont participé à nos travaux. L'objectif citoyen relève désormais du tic de langage au point d'avoir été largement vidé de son sens. Nous évoquerons simplement 3 notions. La civilité, synonyme de respect et de courtoisie dans les relations personnelles. Le civisme, synonyme de respect et des règles communes et participation aux institutions. La citoyenneté, qui renvoie à un civisme actif qui engage et permet de modifier les règles de droit. Nous avons cherché à comprendre les aspirations de la jeunesse pour y adapter l'enseignement et l'offre d'engagement. Nous en déduisons que l'État doit veiller à renforcer les composantes civiques des dispositifs d'engagement qui traduisent des actes en triptyque républicain et mérite donc d'être plus accessible. L'État doit aussi contrôler plus efficacement de nombreux acteurs de cette politique, d'autant qu'ils sont amenés à jouer un rôle croissant. Je laisse la parole à Madame Dubois. Donc les jeunes, là,
Donc les jeunes montrent une forme d'apathie vis-à-vis de la politique dont ils semblent s'éloigner. 43% ne peuvent se positionner sur une échelle droite-gauche, 55% ne peuvent indiquer de préférence partisane. La désaffection des jeunes traduit un manque de confiance envers les partis, les institutions ou le personnel politique, qui s'exprime par un sentiment d'inutilité envers les élections, l'idée que les dirigeants sont corrompus et que leurs opinions sont mal représentées à l'Assemblée nationale. Plus préoccupant, 1 jeune sur 2 ne considère plus aujourd'hui comme très important de vivre en démocratie. Opinion qui n'était partagée que par moins d'1 jeune sur 3 il y a 10 ans. L'écart est donc de 20 points par rapport aux baby-boomers. Consécutivement, les pratiques politiques évoluent. On relève une abstention croissante de la part des jeunes aux élections, en moyenne supérieure de 10 points par rapport à l'ensemble de la population, et un vote intermittent, privilégiant les échéances majeures ou les présidentielles. Cette désaffection pour les politiques et ce niveau d'abstention ne signifie pas pour autant un désintérêt et un désengagement des jeunes. C'est surtout une réponse au mécontentement face à une offre politique jugée insatisfaisante et au fonctionnement du système. Le personnel politique est perçu comme corrompu, déconnecté des réalités et inefficace. En témoigne le fait que 4 jeunes sur 10 se déclarent prêts à s'engager dans l'armée et 1 sur 2 se dit prêt à risquer sa vie pour défendre son pays. Et un engagement associatif marqué qui traduit un intérêt bien réel pour la vie de la cité. 40% des jeunes de 18 à 30 ans déclarent ainsi consacrer une part de leur temps à une association et le taux d'engagement est passé de 16 chez les moins de 35 ans à 22 en 2010 et 2019. La mobilisation est désormais plus tournée vers des causes sociales, sociétales, inégales, comme le racisme, la violence ou l'environnement. En d'autres termes, on assiste surtout à une évolution de forme de mobilité qui est également plus spontanée et peut être moins structurée, marche pour le climat, pétitions, manifestations, partage de contenus militants sur les réseaux sociaux. Parmi les facteurs qui influent la perception et le comportement politique des jeunes se trouvent les réseaux sociaux qui tentent à marginaliser les médias traditionnels dans la formation et la diffusion de l'information et contribuent à réduire la place du débat citoyen. Par ailleurs, la situation des jeunes au regard de l'emploi place la question de leur insertion sociale au premier rang de leurs préoccupations. La proportion de jeunes ni en emploi ni en formation, ou les NET, étant particulièrement importante en France. C'est donc en aidant les jeunes à s'insérer sur le marché du travail qu'on les amènera à exercer leur citoyenneté. Les programmes qui concourent la formation à la citoyenneté sont nombreux. C'est en premier lieu le rôle de l'école, à laquelle le Code de l'éducation donne pour mission de faire partager aux élèves les valeurs de la République. 3 axes principaux sont mis en œuvre, l'enseignement moral et civique, ou l'EMC, issu de l'instruction civique en premier lieu, dont l'ambition n'a cessé de prendre de l'importance ces dernières années. Les thématiques qu'il doit aborder sont de plus en plus nombreuses, droits des enfants, discrimination, environnement. Ces modalités se sont étoffées et les publics scolaires qu'ils concernent se sont élargis. Depuis 2013, l'éducation aux médias et à l'information, ou l'EMI, vise à donner aux élèves les clés pour leur permettre d'avoir un regard critique sur les médias et l'information. Enfin, les instances de démocratie scolaire ont été créées ces dernières années, conseils de vie scolaire, éco-délégués, etc., destinés à renforcer la participation des élèves au fonctionnement de la communauté scolaire. Le bilan de ces différents outils de formation à la citoyenneté est toutefois mitigé. S'agissant de l'EMC, les pratiques se révèlent en décalage par rapport aux directives ministérielles. L'EMC a encore peu de poids dans l'enseignement, il est donc perçu tant par les enseignants que par les élèves comme marginal. Très faible en termes de taux horaire, d'évaluation insuffisante, voire inexistante. Les méthodes employées pour les dispenser ne correspondent plus souvent à ce qui est prescrit. Il reste grandement la spécialité des professeurs d'histoire-géographie, alors qu'il devrait être transversal et faire l'objet d'un projet collectif associant différents professeurs de chaque établissement. Il reste enseigné de manière verticale, quand il devrait être un lieu d'apprentissage et du débat. L'EMC est perçu par tous les intéressés comme une variable d'ajustement. L'EMI occupe une place encore plus résiduelle, horaires et programmes non définis, pas d'évaluation,
enseignement spécialisé, plus généralement les documentalistes, intervenant au bon vouloir de leurs collègues. En cause de cette situation, le manque de formation initiale et continue, les enseignants qui ne connaissent ni la matière ni la méthodologie et le développement de ce fait de pratiques d'évitement. Les situations sont d'autant plus préoccupantes que l'EMC, voire certains principes fondamentaux de la République, comme la laïcité, se trouvent contestés dans de nombreux établissements par les élèves, les parents, voire certains enseignants. Enfin, les instances de la démocratie scolaire fonctionnent mal et les élèves s'y sentent souvent marginalisés, inutiles et non écoutés et s'en détournent. De nombreux autres acteurs contribuent à la formation des jeunes, comme les militaires avec le CDSG, le corps de défense avec armée et gendarmerie, la sécurité civile, les pompiers, via les programmes des cadets et des grandes associations d'éducation populaire. En dehors du champ scolaire, l'État a voulu combler le vide laissé par la suspension du service national en proposant un volontariat civil connu depuis 10 ans sous le nom de service civique. Ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans résidant en France, le service civique permet d'exercer une mission d'intérêt général d'une durée de 6 à 12 mois, d'un minimum de 24 heures par semaine. Il donne lieu au versement d'une indemnité de 580 € par mois qui peut être majorée sous condition de ressources. Le service civique est un véritable succès. En témoigne le nombre croissant de volontaires, proche désormais de 150 000 et que le président de la République veut voir passer à 200 000 en 2022 puis à 250 000. La satisfaction des volontaires, 91% de jeunes satisfaits en 2020, reste intacte après la crise sanitaire et même supérieure de 5 points à ce qu'elle était en 2019. La grande notoriété du dispositif connu de plus de 93% des jeunes, l'image positive dont il bénéficie auprès des jeunes, 88%, et du grand public, 91%, et des recruteurs, 97%. Accessible à tous les niveaux de formation initiale, il attire les jeunes, surtout des filles, proches de la vingtaine, titulaires du bac, qui peinent à trouver leur place sur le marché du travail et envisagent une réorientation. Il s'agit principalement de jeunes engagés dans des filières littéraires ou de sciences humaines, ou bien dans des filières professionnelles relevant du travail social. Conçu dès l'origine pour lutter aussi contre l'inactivité, il est à la fois recherché par les volontaires pour l'expérience professionnelle qu'il apporte et par les pouvoirs publics comme une nouvelle chance d'insertion sociale. De fait, le service civique a un impact très net sur l'activité des volontaires. Comme le montre le tableau, les inactifs ne sont plus que 8% et les demandeurs d'emploi 22% 6 mois après le service civique, contre respectivement 26% et 39% avant. En revanche, l'impact est plus limité sur l'engagement ultérieur. Si les volontaires ont davantage envie de s'engager que la moyenne avant le service civique, leur engagement effectif après le service civique ne s'écarte pas de la moyenne. Les missions d'intérêt général sont exercées dans les organismes à but non lucratif, dont 82% d'associations. Ce sont elles, d'ailleurs, qui accueillent 57% des volontaires. Ce sont des missions qu'elles offrent qui apportent plus de satisfaction aux jeunes. Au fil du temps, le service civique a puissamment contribué à la modernisation du monde associatif. Pourtant, pour tenir l'objectif présidentiel, il va falloir trouver des relais de croissance. Les administrations seront donc sollicitées, elles ont déjà été, et l'éducation nationale qui s'est montrée la plus dynamique en la matière. Par ailleurs, les collectivités locales offrent un gisement potentiel important. D'une part, de grandes collectivités sont restées à l'écart jusqu'à présent. D'autre part, désormais, les communes rurales pourront se fédérer pour offrir des missions. La Cour des comptes juge la mixité sociale des volontaires encore insuffisante. Sur la base du tassement de la proportion de volontaires issus des QPV et celle de boursiers ou des bénéficiaires du RSA, la première est passée de 13% en 2016 à 12% en 2020, la seconde de 9,4 à 8,5. Or, si l'on se tient au texte, l'objectif du service civique est de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et d'accueillir des jeunes de tout niveau de formation initiale. L'équilibre doit être tenu entre ces deux impératifs. Le tableau, retraçant les indicateurs de performance de l'agence du service civique, montre que la part des volontaires sans diplôme
et des volontaires issus des QPV est sensiblement supérieur à la moyenne nationale, 17,2 par rapport à 13% et 12,3 par rapport à 10%. Au vu de ces informations, même s'il faut s'efforcer d'accueillir plus de jeunes en difficulté, nous sommes d'avis que les objectifs législatifs sont respectés. Par rapport aux autres dispositifs, la spécificité du service civique réside dans la formation civique et citoyenne obligatoire dispensée aux volontaires. Elle est d'autant plus nécessaire que la caractéristique hétéroclite de ces missions proposées dilue le principe fondamental du service civique. Cette formation modeste, selon le Conseil d'État, se compose d'un volet pratique, d'une journée portant sur les premiers secours et d'un volet théorique et d'une durée de 2 jours. Or, ce volet, jugé trop court par le président de l'agence du service civique, n'est pas prodigé à 25% des volontaires et la thématique abordée s'étend au numérique et au développement durable. Il est important que les volontaires prennent conscience que c'est au nom des valeurs républicaines que l'État les accompagne et les soutient dans leur volonté d'engagement. Il existe 3 dispositifs d'inspiration militaire destinés à venir en aide aux jeunes en très grande difficulté. Le service militaire adapté, le plus ancien, remonte à 1961 et accueille de jeunes Français vivant en Outre-mer. Le service militaire volontaire, qui en est la transposition en métropole, et l'établissement public pour l'insertion dans l'emploi, ou EPID. Ces 3 dispositifs ont plusieurs points communs. Leur dimension limitée, le SMA accueille 6 000 volontaires, le SMV un peu plus de 1 000 et l'EPID un peu plus de 3 000, même si leur public tend à s'élargir progressivement aux mineurs. Un public très précaire. Au bas mot, 60% d'entre eux sont sans diplôme, la proportion d'illettrés 2 fois plus importante que la moyenne nationale. Une inspiration militaire, avec levée des couleurs, uniforme, internat. À cet égard, il faut saluer les mesures prises pour que l'EPID assure l'hébergement, même le week-end. Une formation professionnalisante indemnisée. Alors que le SMA et le SMV forment à des métiers, l'EPID sert à définir le projet professionnel qui débute après le séjour. Ces dispositifs coûtent cher, mais le taux d'insertion est élevé, 70%, et celui de l'EPID, bien que sensiblement plus faible, est jugé satisfaisant par la Cour des comptes en raison de l'extrême fragilité des jeunes. En tout état de cause, le SMA, le SMV et l'EPID font la démonstration qu'une formation civique intensive et partant d'éducation à la citoyenneté peuvent favoriser l'autonomie et l'insertion professionnelle. Un nouveau venu, le service national universel. Dès le début de son mandat, le président de la République a présenté le SNU comme un projet éducatif d'émancipation et de responsabilisation. Des travaux ont préparé son lancement en 2019 avec un quadruple objectif. Renforcer la cohésion nationale par l'expérience, la mixité sociale et territoire, développer la culture de l'engagement, accompagner l'insertion sociale et professionnelle, et donc compléter le MC. Pratique, pour moi, qui doit rejoindre une théorie. S'adressant à des jeunes sortant du collège, il se compose de 3 étapes. Un séjour de cohésion d'une dizaine de jours en hébergement collectif, la mission d'intérêt général de 2 semaines près de chez soi, un engagement de 3 mois minimum effectué entre 16 et 25 ans dans l'esprit du service civique. Pour le moment, le SNU se fait sur la base du volontariat. Il a accueilli en 2019 2000 jeunes, en 2021 15 000, l'objectif est de 50 000 en 2022, soit la jauge maximale pour des volontaires au terme des 2 premières phases devrait devenir obligatoire. La génération du SNU impliquera de relever des défis de taille. Une révision constitutionnelle dans la mesure où il s'agit d'une restriction de liberté pour les mineurs, faire face à un public différent de celui des expérimentations constituées de jeunes volontaires dont les parents ayant un lien avec les armées étaient nettement surreprésentés et sont issus du milieu plutôt favorisé et sont les meilleurs élèves de la moyenne. L'accompagnement individualisé qui recouvre aussi la préparation de la MIG, déjà difficile à mettre en œuvre, sera compliqué si l'accueil devient inconditionnel. Le coût reste aussi à préciser.
La fourchette fournie oscille entre 1 500 et 4 000 euros par jeune. Or, ils seront entre 725 000 et 850 000 par an. Il apparaît que le problème réside moins dans l'engagement des jeunes que dans leur défiance à l'égard des institutions et leur adhésion toute relative au concept de communauté nationale. Pourtant, la communauté nationale est le creuset qui accueille et réunit des individus multiples venus d'horizons divers. Elle est le lieu où s'exerce la démocratie par l'élection, le vote et l'application de la loi, et la solidarité par le biais de la redistribution. Elle repose en France sur les valeurs de la République, le triptyque républicain et la laïcité. Par ailleurs, c'est le biais de l'obligation scolaire que l'école assure l'universalité de l'éducation. Aussi, l'école doit-elle rester le socle de la formation des plus jeunes à la citoyenneté. Nous considérons que l'appétit reste presque insatiable des jeunes pour le débat doit être utilisé pour les conduire à adhérer à la démocratie et à ses institutions. Cela commence à l'école. Les chercheurs ont montré que les méthodes pédagogiques ont un impact sur le comportement civique des élèves. Les éléments les plus décisifs, la discussion en classe sur des sujets politiques et sociaux, les programmes d'enseignement articulant apport et connaissances, débats et implication des élèves dans les projets divers liés aux thématiques étudiées en cours. Cette adaptation de l'école passe en priorité par la maîtrise de la langue française, premier symbole de la République, cité par le Conseil des sages et de la laïcité, qui reste problématique pour de trop nombreux élèves. Ensuite, il faut remonter la formation des enseignants aux valeurs de la République. Renforcer, la formation des enseignants aux valeurs de la République, comme l'a entrepris le ministre de l'Éducation nationale avec son plan de formation de 1000 formateurs chargés à leur tour de former les membres de la communauté éducative sur tout le territoire. Tous ne comprennent pas les enjeux et tous doivent maîtriser les arguments qui leur permettront de ne pas esquiver le débat. Les professeurs d'histoire-géo ne sont pas les seuls concernés. À cet égard, les concours de recrutement des professeurs certifiés comportent désormais une épreuve d'admission portant sur la connaissance de la laïcité et des valeurs de la République. Il reste encore des trous dans la raquette, le concours de l'agrégation et les contractuels dont le recrutement n'est soumis à aucune exigence qu'académique. La formation aux valeurs de la République revêt aujourd'hui une acuité d'autant plus grande que l'EMC, voire certains principes fondateurs de la République, la laïcité notamment, se trouvent contestés dans de nombreuses écoles et établissements par les élèves, les parents et même par les enseignants. En outre, les enseignants doivent être formés à la tenue et organisation de débats pour être assurés de rester maîtres du jeu et de conserver la neutralité qui s'impose à tout agent chargé du service public. Ce constat nous a conduit à proposer l'introduction d'une semaine de défense et de citoyenneté à chaque niveau du collège. Entre la 6e et la 3e, elle serait organisée en modules adaptés à chaque âge pour évoquer et approfondir notamment les valeurs de la République et de l'Union européenne, la défense et la sécurité ainsi que la résilience, les droits et devoirs des citoyens, la promotion de l'engagement. Ces enseignements seraient l'occasion de faire appel à des intervenants extérieurs, militaires, gendarmes, sapeurs-pompiers, associations, mais aussi à des élus, afin qu'ils s'expriment, qu'ils s'expliquent la nature de leur travail en dehors de tout esprit partisan. En tout état de cause, le rapport propose d'augmenter substantiellement les horaires de MC et de procéder à une évaluation spécifique distincte de l'histoire-géographie. Comme tous les experts constatent, que les plus en difficulté sont ceux qui sont les plus éloignés de l'exercice de la citoyenneté. Nous proposons de renforcer la composante civique des programmes d'insertion professionnelle, la formation civique et citoyenne du service civique, mais aussi de la garantie jeune et maintenant du contrat d'engagement jeune. Les jeunes n'ont sans doute jamais été aussi nombreux à vouloir s'engager, mais sous des formes différentes et plus volatiles que les aînés. Ainsi, l'État doit-il les aider à le faire en s'adressant en priorité aux jeunes qui sont dans le système scolaire et qui ne convient pas. L'État devrait ainsi rendre l'offre plus accessible et plus claire en centralisant les offres et les demandes d'engagement, y compris des réserves, sur un portail commun. Créer une plateforme centralisant des appels à projets en matière de formation à la citoyenneté pour simplifier les démarches des associations, repenser à ceux qui s'engagent, en particulier à l'entrée à l'université.
En effet, en s'agissant de la prise en compte des engagements, seuls les étudiants bénéficient d'aménagements de leur scolarité et voient reconnues leurs compétences acquises dans le cadre d'un bénévolat en révélant son cursus. Mais le système scolaire, en dehors de l'enseignement agricole, ne fait pas grand cas de l'engagement de ses élèves. Par ailleurs, nous sommes sensibles à la dimension éducative de l'engagement, qui est aussi un lieu d'acquisition de compétences. C'est pourquoi nous sommes favorables à la certification de compétences dans le cadre de l'engagement, exemple des Open Badges utilisés dans l'enseignement agricole, qui est très intéressant. Le rapport propose donc de faciliter les aménagements horaires pour les apprentis engagés dans la société civile, d'introduire dans l'examen national une évaluation de l'engagement des élèves, de mieux favoriser dans Parcoursup les engagements associatifs des candidats, de recenser les engagements personnels appréciés selon un référentiel commun dans un portefeuille dédié, d'étendre la dérogation aménagement horaire crédit à l'enseignement aux supplétitions liées à la participation au Conseil des jeunes et aux collectivités territoriales. Le Conseil des jeunes ont été officialisés par la loi Égalité et Citoyenneté de 2017. 75% des régions s'en sont dotées, 65% des départements et 26% des communes, avec, dans la moitié des cas, l'objectif d'initier les jeunes à la vie citoyenne. Si les collectivités s'estiment satisfaites du fonctionnement de leur CEG, leur bilan est plus que mitigé aux yeux des jeunes conseillers. Ces jeunes représentent un profil très homogène, celui d'enfants issus de sociétés disposant d'un capital culturel important. Ils s'engagent précocement au sein de leur établissement scolaire. Plus de 3/4 d'entre eux ont été délégués de classe ou d'associations caritatives. Ils jugent leur expérience profitable puisqu'ils acquièrent des compétences, mais celles-ci ne les convainquent pas de s'engager ensuite sur le plan associatif ou encore moins politique. Plus de la moitié d'entre eux n'envisagent pas d'adhérer à une association ou à un syndicat, ni de souscrire à un engagement politique. La perspective d'une adhésion à un parti politique n'attire que 17% des conseillers interrogés et elle est exclue par plus de 70% d'entre eux. Ces jugements distanciés montrent que les jeunes ne se sont pas dupes. Ils s'enthousiasment si leurs contributions sont utiles et prises au sérieux par les adultes motivés. Ils perçoivent aussi très bien le côté cosmétique, voire démagogique, d'une démarche qui manque de sincérité. Dans le cas, le remède du conseil de jeunes risque alors d'être pire que le mal de l'indifférence à l'égard des politiques. Nous proposons la constitution d'une base de données recensant les conseils de jeunes et leurs modalités de fonctionnement, car elle fait défaut actuellement. Le tour d'horizon effectué montre la multiplicité des acteurs, publics et privés, se réclamant de valeurs diverses qui sont impliqués dans l'éducation à la citoyenneté. Cette pluralité est souhaitable, mais l'enjeu est trop important pour résumer la politique d'éducation à la citoyenneté au laisser-faire. C'est pourquoi un recentrage paraît souhaitable. L'éducation à la citoyenneté relève principalement de l'éducation nationale, avec l'éducation scolaire et le secrétariat d'État chargé à la jeunesse et de l'engagement, mais aussi de l'intérieur, en particulier du ministère délégué chargé de la citoyenneté, qui est compétent pour l'accueil des étrangers. Il ne faut pas oublier non plus le ministère des Armées, dont les méthodes sont source d'inspiration et que l'on voudrait voir contribuer davantage dans cette politique. Parallèlement aux associations, les collectivités locales ont pris aussi des initiatives ces dernières années. La désignation d'un chef de file ministériel pourrait contribuer à dissiper le flou qui règne aussi au plan administratif. Les outils de pilotage font défaut. Si les acteurs sont nombreux, les financeurs ne le sont pas moins, car au crédit budgétaire s'ajoutent des subventions des collectivités locales et même celles des organismes sociaux. La direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative éprouve sans surprise de grandes difficultés à mettre sur pied le comité des financeurs annoncé par la Cour des comptes. Il permettrait de mieux appréhender les montants en jeu et de mieux coordonner l'action publique. Enfin, les acteurs non étatiques doivent être mieux contrôlés, surtout s'ils sont amenés à participer plus activement à l'éducation à la citoyenneté et à la reconnaissance officielle des compétences acquises. La raison d'être d'un agrément distinct entre l'éducation nationale et la jeunesse et l'éducation populaire se justifie-t-elle encore ?
La Cour a reproché aux conventions pluriannuelles d'objectifs d'être trop superficielles avec des objectifs stéréotypés, peu reliés aux priorités de l'État, outils d'évaluation frustres. Une lettre de cadrage des CPO a été envoyée par la direction de la jeunesse pour y remédier et il faudra des moyens pour intensifier les contrôles. Comme pour vérifier le contrat d'engagement républicain désormais obligatoirement signé par les associations recevant de l'argent public. Alors moi aussi j'ai un petit mot à dire. Attends, j'ai pas fini. Pour terminer, oui, excuse-moi. Pour terminer, je voulais souhaiter les administrateurs, Madame Bailleul, Monsieur Maisonneuve, Monsieur Delmas, Madame Hugues, des administrateurs du comité d'évaluation et du contrôle des politiques publiques. Sans eux, ce rapport n'aurait jamais vu le jour. Nous leur devons toute l'organisation, la rédaction de nos travaux. Mes remerciements se tournent aussi vers David, avec lequel j'ai eu vraiment plaisir à travailler sur ce sujet tellement passionnant. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est vraiment très proches l'un de l'autre dans notre pensée sur ce sujet. Je voulais remercier Olivier, qui m'a beaucoup accompagné aussi sur ce projet. J'espère vraiment que ce présent rapport contribuera aux réflexions d'experts et au futur gouvernement pour qu'enfin un projet de société mûri, ambitieux et réaliste soit proposé à notre belle jeunesse et surtout, il faut qu'elle soit acceptée par elle. Pour terminer, je citerai Aristophane, qui est un poète grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui disait « Former les hommes, ce n'est pas remplir un vase, mais c'est allumer un feu ». Je vous remercie. Oui, merci beaucoup, Marianne, pour ces quelques mots. J'avais juste préparé une petite conclusion, je vais juste la finir. En conclusion, j'aimerais souligner que je crois... toujours comme ça. Que je crois dans toutes les formes de la jeunesse, que je crois en la nécessité de lui donner plus de clés pour réussir. Et je le dis et je le redis, il faut toujours coupler une théorie à une pratique. Je suis un grand défenseur de la démocratie, même si quelquefois je peux être déçu par ses choix. Au regard des dernières participations du président de l'AMF, qui a été élu avec seulement 34% des voix des maires, je constate que la démocratie est même malade chez les élus. C'est bien beau d'apprendre aux jeunes à être citoyens, mais nous, élus, nous devons être exemplaires. Dans ma volonté de redonner un second souffle à la démocratie, il n'y a qu'une seule conclusion possible, celle de faire vivre et renaître le débat démocratique. Et je conclurai en disant que la démocratie n'a pas de prix, il faut y mettre les moyens pour la garantir. Merci pour ce rapport très... Le CEC termine en fanfare avec vous, si je peux dire, avec, en tout cas, sur Aristophane, bah oui, mais ça renvoie à la démocratie grecque, au berceau de la démocratie. Et ce que je retiens d'abord, bravo pour votre travail qui est très complet et qui donne beaucoup à réfléchir. Je crois que c'était le sens de votre réflexion. Je voudrais, pour ouvrir peut-être une petite discussion entre nous, vous faire part de mes sentiments très ambivalents en réalité. Je suis admiratif devant le travail qui est complet. Mais je vois à quel point on a du mal à définir une stratégie. On bute en permanence. On voit bien qu'il y a quelque chose qui manque, auquel aspirent les jeunes et auquel tout citoyen aspire. Et on ne trouve pas le mode opératoire. Du coup, on met un peu de tout, parce qu'effectivement, du professionnel, de la formation, de la citoyenneté. Et alors, je ne reproche pas ça, parce que je pense que c'est le reflet de la crise, mais ça montre aussi la difficulté qu'on a à peut-être engager quelque chose de vraiment neuf sur le sujet. Il y a l'écrasant souvenir du service militaire qui revient en permanence. Alors, on sait à la fois que ça ne peut plus marcher aujourd'hui, mais en même temps, on voit bien que ne l'ayant plus, il manque quelque chose. Donc, on est dans toutes ces contradictions qui se reflètent dans la multitude des initiatives, finalement, et la multitude des dispositifs qui sont là. On voit qu'on est au cœur d'une crise, de plusieurs crises très, très profondes, de crise du collectif. Oui, les jeunes sont ouverts, on va pas... C'est évident, comme maire, moi j'ai pu en témoigner, mais en même temps, comme maire, j'ai pu voir, comme vous peut-être, qu'il y a une crise de... L'associatif, c'est formidable. Dans l'association, il n'y a plus que des vieux dans les communes. En réalité, c'est ça. Les jeunes, ils vous disent c'est formidable, mais c'est les vieux qui font tourner les associations en France. De plus en plus vieux.
Voilà. Donc, comment on gère ces contradictions? Et après, je pense que ces dispositifs, tant que notre démocratie nationale sera en crise, c'est bien d'apprendre à débattre, mais apprendre à débattre doit déboucher vraiment sur un débat citoyen qui intéresse tout le monde. Or, c'est justement ce qui ne se passe plus. Voilà, donc moi, je suis convaincu que votre réflexion est complètement utile, mais que la clé, c'est de sortir le débat national. Je pense que si le débat national redevient intéressant, alors les jeunes s'engageront et qu'il faut se demander pourquoi le débat national, en dépit des personnalités éminentes et de qualité qui l'animent, pourquoi le débat national n'arrive pas à produire des contenus qui intéressent les citoyens, et les jeunes étant des citoyens comme parmi d'autres. Hein. Qu'est-ce qui ne va pas? Et on voit bien que toutes les tentatives, vous avez vous-même pointé les contradictions hein, dans lesquelles on est, on l'a vu aussi localement, les conseils de jeunes. En général, ça part en fanfare. Et puis, quelques mois après, bah, ça s'essouffle. Alors pourquoi? Alors on peut dire, les jeunes disent parce qu'on ne nous a pas proposé de vrai choix, les autres disent parce que bah, les jeunes ne viennent pas aux réunions, ou ils viennent une fois puis ils ne viennent pas la seconde fois. Tout le monde a un peu raison, mais on voit bien qu'on n'enclenche pas quelque chose. Et avec cette grosse difficulté qu'on a, je vois que c'est très à la mode dans tous les journaux, y compris le président de la République qui fait allusion de démocratie participative. Mais en fait, ce sont des formules, en réalité. Parce que la démocratie représentative, elle est en crise. Déjà, quand ce sont des vraies élections, entre guillemets, les gens viennent peu. Mais j'ai du mal à croire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire participer les gens. Mais présenter la démocratie participative comme la solution me paraît complètement illusoire. Parce qu'en réalité, quand il y a la démocratie participative, il y a encore moins de monde qu'aux élections. Donc, la démocratie participative pourrait être une solution si on constatait qu'effectivement, quand on était sorti des circuits traditionnels, des lourdeurs traditionnelles, bah, il y avait un mouvement citoyen qui se formait. Ben non. On tombe sur un potentiel de gens intéressés encore réduit, encore plus réduit. J'en déduis pas qu'il faut rien faire, hein. Mais je dis en tout cas ceux qui pensent, je pense que c'est des expériences intéressantes, qu'on doit habituer à débattre, mais que ce n'est pas la solution, parce que c'est autre chose que les gens attendent. Voilà, donc moi, bravo pour votre travail. Je pense que toutes les pistes que vous indiquez me paraissent assez raisonnables. Hein. Je pense que le consensus, il est né aussi d'une connaissance du terrain, des sujets, mais qu'en revanche, et c'est pas une critique, hein, parce que si vous aviez trouvé, on serait plus en crise de démocratie. Voilà. Donc tout ce que vous permettez va dans le bon sens, mais je vois pas le déclic, vous voyez, qui crée le sursaut citoyen qu'on attend les uns et les autres. Hein. Alors ça n'empêche pas d'engager tout ce que vous avez dit, qui me paraît de très bonne augure, très bonne idée. Je ne sais pas si vous... Moi, je vais m'interroger moi-même pour savoir si j'autorise la publication du rapport. Et avant de m'interroger moi-même et de me donner quelques temps de réflexion, je ne sais pas si vous voulez réagir aux quelques mots que je viens de dire. On va juste rajouter qu'aujourd'hui, la démocratie, effectivement, elle est pas à la carte. C'est pas quand on en a besoin qu'on doit utiliser la démocratie. Et ça, c'est une vraie différence. Et il y a un point que je veux juste soulever, c'est que la dernière grande réforme démocratique du droit de vote, c'est 1974, si je ne me trompe pas, sous Valéry Giscard d'Estaing. Et je rappelle que les gens qui sont descendus dans la rue en mai 68, j'étais pas né, hein, mais quand on lit les livres, ils ne réclamaient pas un droit de vote. Ils demandaient de pouvoir prendre plus de positions. Et on leur a accordé un droit de vote. Et donc, il y a une vraie question qui se pose aujourd'hui, parce que quand on voit que ceux qui votent le plus aujourd'hui, c'est ceux qui sont 68, ceux qui participent le plus. Donc, la vraie question, c'est aujourd'hui, est-ce que modifier l'âge du droit de vote a une vraie conséquence? Moi, je suis un défenseur du droit de vote à 16 ans au municipal, parce que je pense qu'on peut commencer par une étape très importante, parce qu'on connaît le plus, et ce qu'on connaît le mieux, sa ville, qui donne un premier pas vers la démocratie, parce que le fait de participer à cette élection, ça permet de faire bouger des lignes. Et après, je dirais qu'aujourd'hui, dans notre démocratie, aujourd'hui, il faut juste se rendre compte que c'est une chance de pouvoir aller voter, et je pense qu'aujourd'hui, on ne s'en rend pas assez compte.
Merci. Alors, j'autorise la publication du rapport, félicitant à nouveau les deux co-auteurs. Merci à vous, les amis. Merci.